Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une ce soir, le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa a dévoilé sa nouvelle équipe gouvernementale. Un gouvernement que le président appelle celui du compromis avec le retour de Nlala Nene et Pravin Gordhan, deux figures de la vie politique sud-africaine évincées par l'ancien président Jacob Zuma. Au sein de l'équipe également des cadres controversés de l'ancienne administration. Pourquoi ce choix? Quelle stratégie? Quelles conséquences au sein de l'ANC vis-à-vis des Sud-Africains? Décryptage et débat avec nos invités dans quelques instants. Réforme autour du cobalt en République démocratique du Congo. Le pays, l'un des principaux producteurs, veut réformer son code minier, jugé trop favorable aux capitaux étrangers, alors que ce minerai bénéficie d'une explosion de la demande. Puis c'est un cinéma engagé que nous allons découvrir dans la troisième partie de cette émission. Il s'agit des larmes de la mer du réalisateur guinéen Kader Yomba Condé qui traite de l'immigration clandestine et des dangers qui l'entourent. Un sujet qui fait plus que jamais écho à l'actualité. Et pour débattre donc de cette actualité avec moi sur ce plateau, Monsieur Oumar Ba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec moi également Jean-François Akanji Combé. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Zara, je n'ai pas eu l'occasion depuis le début de l'année de venir, donc bonne année à vous et je salue nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Merci Jean-François. Commençons donc par l'actualité politique. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a donc présenté ce lundi son équipe dirigeante. Celui qui gère l'intérim jusqu'aux élections de 2019 a rappelé aux commandes plusieurs ministres qui avaient été remerciés par l'ancien président Jacob Zuma. Mais malgré des symboles forts, c'est la vieille garde qui reste bel et bien au pouvoir. Les précisions dans ce sujet de Solène Duplessis. Cyril Ramaphosa, nouveau chef de l'État sud-africain depuis la démission de Jacob Zuma le 14 février, a dévoilé son nouveau gouvernement. Un remaniement gouvernemental qui signe un retour aux affaires de plusieurs anciens ministres autrefois évincés par l'ancien président. C'est le cas notamment de Nlala Nene, renommé à la tête du ministère des Finances, et de l'ancien ministre des Finances, Pravin Gordhan, rappelé au poste de ministre des Entreprises publiques, deux figures de la vie politique sud-africaine. Ces changements ont pour objectif d'assurer que le gouvernement soit mieux équipé pour continuer d'instaurer les directives données lors de mon discours à la nation. Malgré un renouveau, plusieurs proches de l'ancien chef de l'État gardent leur place au sein du gouvernement. Des ministres pourtant proches de l'ancien président Jacob Zuma, à l'instar de Nkosazana Dlamini Zuma, nommé au ministère de la Planification, et l'ancien ministre des Finances Malusi Gigaba, affecté au ministère de l'Intérieur malgré ses liens avec la fratrie indienne Gupta. Le nouveau vice-président David Mabuza est lui aussi un ancien soutien de Jacob Zuma. En faisant ces changements, j'avais pour objectif de créer un équilibre. D'un côté, la continuité et la stabilité, et de l'autre, la nécessité de renouveau et de reprise économique. Dans son discours sur l'état de la nation, Cyril Ramaphosa avait annoncé le début d'une nouvelle ère en Afrique du Sud. Avec la nomination de son nouveau gouvernement, le nouveau président a également choisi d'assurer une certaine continuité. Alors j'ai eu donc le souci d'allier le besoin de continuité et de stabilité avec celui de renouveau. C'est ce que dit le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa. Mais quand même, on a plus de continuité que de renouveau. Oumar Ba, on sait que l'ANC est profondément divisée. Est-ce que ce choix de gouvernement était la meilleure option pour pouvoir unir ce parti que je rappelle divisé plus que jamais? Vous avez tout à fait raison d'insister sur les logiques de division qui interne à l'ANC, mais je crois que c'est la meilleure stratégie, d'autant plus qu'il a fallu avoir un bras de fer de plusieurs semaines pour pouvoir finir par arracher du bout des lèvres la démission du président Zuma le 14 février 2018. Et cela voudrait dire que nous avons là la deuxième poussée de sortie d'un président de la République par son parti, l'ANC, notamment par son vice-président de la République. Et cela pose un problème du point de vue de la cohérence même de l'ANC, des lignes de fracture politique. À un certain moment, il faudrait que les clivages s'éclaircissent et que l'on assiste soit à une recomposition de l'ANC, une discipline de parti forte pour que le président qui serait élu puisse aller jusqu'au bout de son mandat. Je ne
je ne peux pas trop comprendre qu'à chaque fois, l'on ait une sorte de révolution de palais, de parti. Je crois que cela n'est pas bon pour l'image de l'ANC, mais cela est aujourd'hui dans l'air du temps pour essayer d'avoir une sorte d'amorce, d'atterrissage en douceur. Sans cela, probablement, on pourrait avoir des résultats catastrophiques pour l'ANC. Je crois que pour juguler tout cela et mettre les chances de leur côté afin de redorer le blason, il fallait peut-être aller vers une sorte de dosage, d'équilibre systémique. Et je crois qu'à ce niveau-là, il a bien joué, mais attendons de voir quel serait le répondant du peuple en 2019. Jean-François Kandji-Combé, on peut dire que le président Ramaphosa n'avait pas vraiment le choix parce qu'il fallait peut-être aussi récompenser ceux qui l'ont soutenu à faire tomber le président Jacob Zuma. Zahra, pour moi, avant de récompenser les amis, les fidèles et les lieutenants dans cette lutte pour le pouvoir, il faut tenir compte d'abord d'une première donnée qui est forte. Le parti, l'ANC, était aux mains de Jacob Zuma. Il était, en tout cas, de ses proches. Jacob Zuma, lorsqu'on a la direction du parti de cette manière-là, on a des fidèles qui sont au meilleur poste. Et il se trouve que le président Ramaphosa est arrivé à la tête de l'ANC il y a seulement quelques mois. La révolution dont il est question, c'est une révolution de 60 jours, pas plus. Donc il n'a pas encore la maîtrise du parti. Moi, je serais tenté de faire une comparaison, mais comparaison n'est pas raison, vous me direz, mais une comparaison, c'est celle avec l'Angola. Lorsque le nouveau président qui est arrivé, il n'a pas la maîtrise du parti, c'était le parti de Dos Santos, les réformes et les remaniements, en tout cas écarter les grands de l'ancien système, c'est pas si facile que ça. Il faut d'abord, petit à petit, grignoter de la place et du pouvoir au sein du parti. Et puis, bon, il a très bien joué. Tout le monde dit il y a un équilibre, cet équilibre est précaire parce qu'il y a des barons de l'ancien système qui sont encore dans le système. Mais il y a une donnée fondamentale quand même qui a changé. C'est le chef. Les ministres qui étaient là et des ministres qui étaient sous la présidence de Jacob Zuma, ils étaient sous la coupe de Jacob Zuma. Et il se trouve cependant que, même si on peut regretter que ce mandat ait pris fin prématurément avant le terme constitutionnel, il faut remarquer quand même que ce régime était miné par un certain nombre d'affaires, par des affaires de corruption, par des affaires qui l'ont emmené d'ailleurs jusque devant la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Je pense que c'est une révolution qui est bienvenue. Ce n'est pas toutefois une révolution, c'est simplement un changement en vertu de la Constitution de l'Afrique du Sud. Et le gouvernement qui est là, comme le président qui est là, il est intérimaire. Et nous sommes dans cette phase d'intérim. Il ne faut pas trop attendre de révolution absolue dans une phase comme celle-ci, dans une démocratie qui est une grande démocratie. Oumar Ba. Je pense que l'ANC a du mal aujourd'hui, après le fameux et historique leader charismatique Mandela, d'avoir un leadership pertinent. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas une clarté sur le programme de l'ANC pour pouvoir à la fois avoir une unité d'action intrinsèque au parti et d'autre part canaliser le pays pour essayer de diminuer ce qu'on appelle aujourd'hui la trappe à pauvreté dans le pays. Et troisièmement, de mon point de vue, il n'y a pas un leadership continental pertinent de l'ANC qui permettrait à l'Afrique du Sud d'avoir une sorte d'hégémonie, n'est-ce pas, pertinente au niveau de l'Afrique et de tirer les autres pays vers le haut. Si l'ANC continue à avoir ces récurrences, n'est-ce pas, de coups d'État, entre guillemets, entre le vice-président et le président, on va vers une Afrique du Sud qui va... Bon, les mots sont peut-être assez forts, mais je pèse mes mots et je dis encore une fois qu'aujourd'hui, il y a un manque de leadership criard qui me paraît préoccupant en tant qu'analyste politique, tout simplement. Alors, est-ce que... oui, Jean-François. Alors, moi, je ne partage pas l'analyse qui consiste à dire d'abord que c'est un coup d'État. Il n'y a pas, de mon point de vue, coup d'État. Les procédures constitutionnelles ont été respectées. Et puis, par ailleurs, moi, je suis plutôt tenant de l'avènement d'une réalité en Afrique qui est celui où la démocratie que nous revendiquons toujours s'introduit dans les partis. Qu'il y ait des courants de pensée, que la majorité l'emporte.
C'est le jeu qui a eu lieu au sein de l'ANC et qui a permis à Ramaphosa de devenir président de l'ANC. Et de l'autre côté, il y avait l'autre ligne. C'est-à-dire la ligne de ce que les vieux se souviennent comme étant le parti unique multitendanciel, qui est là au soutien du guide. Et le président Jacob Zuma avait tout fait pour continuer à contrôler l'ANC. Or, l'ANC, c'est un grand parti, y compris à l'époque du guide, si l'on peut dire, il y avait de l'opposition. Il y a toujours eu des lignes de fracture à l'intérieur, y compris au moment de la lutte armée à l'ANC. Et je pense que c'est cet élément-là qui fait aussi la force d'un parti, la capacité à avoir un débat contradictoire, à le trancher démocratiquement et à laisser et à respecter la loi de la majorité. Nous avons la loi de la majorité qui a joué, qui a porté un président qui, selon les règles constitutionnelles, a réussi à arriver à l'intérim. Les choses vont bien, me semble-t-il. On n'est pas dans une transition comme nous le regrettons toujours en Afrique, c'est-à-dire dans un régime qui est hors norme, qui est hors texte, qui est hors clou. On reste dans le même régime avec un président qui est identifié constitutionnellement, un gouvernement qui est identifié constitutionnellement. Moi, je n'ai aucun regret, je me réjouis même de l'image de l'Afrique du Sud qui sortira de cet après-Zuma, parce que c'est une image qui finalement avait été particulièrement abîmée en Afrique et en dehors de l'Afrique. Alors, sur la composition du gouvernement, alors d'un côté, on a des personnes comme Pravin Gordhan, présenté par les médias locaux comme étant un défenseur finalement des deniers publics. Et de l'autre, on a donc la vieille garde, notamment un ministre qui est proche de la famille Gupta. C'est cela qui est décrié là ce soir par rapport à ce gouvernement vis-à-vis des Sud-Africains. Est-ce que ce n'est pas finalement une stratégie risquée, en tout cas ce jeu d'équilibre qui n'en est peut-être pas un, en vue en tout cas des élections qui vont se tenir en 2019 ? Au-delà de la notion de coup d'État dont je parlais tout à l'heure et que je maintiens malgré tout en dépit des réserves de monsieur, c'est que nous avons là une sorte de quête, d'une sorte d'atterrissage en douceur pour ne pas que le clash advienne dans ce pays. Mais il faut considérer que l'ANC aujourd'hui manque de leadership, ça c'est clair. Deuxièmement, le président n'est pas allé jusqu'au terme de son mandat constitutionnel, il a été poussé à la sortie malgré lui, sans passer par les élections, même s'il y a un artefact, ou bien des artefacts juridiques, ou bien des subterfuges juridiques et constitutionnels, etc., que je ne nie pas. Mais ce n'est pas pertinent de mon point de vue. Il faut revoir ces textes-là pour que le pays puisse aller de l'avant. Il faut un leadership, il faut une clarté, il faut une légitimité démocratique et populaire. Or, cela, aujourd'hui, me paraît difficilement conciliable avec ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'ANC, où le vice-président lorgne la place du président, et ainsi de suite. On va aller à chaque coup d'éclat de corruption à chercher des majorités au sein du parti pour évincer le président de la République. Je crois que c'est un système qu'il faut bannir. L'ANC doit se réviser, l'ANC doit se réformer, l'ANC doit regarder de l'avant de mon point de vue, mais changer ce système-là qui est unique de mon point de vue. Jean-François, vous ne semblez pas en accord. Les mots sont forts, ils sont trop forts. Je me méfie toujours des couteaux qui sont trop tranchants. Moi, il y a cette manière de voir. Nous pouvons être d'accord sur le fait de condamner les coups d'État en Afrique. Moi, je considère qu'il n'y a pas coup d'État. Mais sur les coups d'État, nous partageons en principe le même point de vue. Sur la manière de réagir à la malgouvernance, à la corruption avérée, au détournement de fonds, il faut revenir à ce qu'est un détournement de fonds, ce que sont la corruption et les détournements de fonds. C'est priver l'État, priver le peuple sud-africain de ressources qui leur reviennent de droit. Et lorsqu'on réagit face à ça, un parti qui réagit face à ça, il a ma sympathie. Lorsqu'un parti dit « nous ne voulons plus que la corruption soit institutionnalisée à la tête de l'État », j'applaudis des deux mains. Si j'en avais trois, j'applaudirais des trois. Et dans cette réforme qui a été faite, on regarde surtout les grands barons qui sont restés. Il faut regarder, en regardant un peu plus finement, on peut peut-être s'essayer à une autre analyse. Il y a des barons qui sont restés de l'ancien système, mais qui sont maintenant encadrés,
qui sont encadrés, ils sont à des postes ministériels où ils sont encadrés, ou alors on les a placés à la présidence comme conseillères, comme par exemple l'ancienne ministre des Affaires étrangères qui est placée à la présidence comme conseillère en matière des affaires de genre, je crois. Et puis il y a surtout, moi, ce que je veux retenir, c'est le positionnement à ces 3 postes clés, les noms que vous avez évoqués tout à l'heure, par exemple celui de Parveen Gordhan ou celui de Nlanhlan, c'est le ministère des Finances, le ministère des entreprises publiques et c'est le ministère de l'énergie et des mines. Il y a là, me semble-t-il, des ministères moteurs d'une restructuration de l'économie, d'une réinjection de la bonne gouvernance dans les affaires de l'État, parce que précisément c'était dans ces ministères-là, sur ces ministères-là qu'il y avait le plus grande malversation, et peut-être que dans les 2-3 ans qui viennent, avant 2019, c'est-à-dire avant les élections, même pas de 3 ans, dans un an, lors des élections qui vont venir, peut-être que le président qui sera élu aura une plus grande latitude pour pouvoir composer son gouvernement. Il reste à voir. Mais l'autre objectif, je crois, qui a été poursuivi là, est un objectif qui me semble vertueux. Ce n'est pas la peine d'essayer de ramener la paix et la bonne gouvernance dans le pays si on met le feu dans l'ANC. Donc il faut au moins essayer de ménager les équilibres qu'il y a dans l'ANC, le temps pour le nouveau président de l'ANC de s'asseoir, de prendre son assise et de prendre son autorité au sein du parti. Donc il faut voir dans ce gouvernement un gouvernement transitoire en attendant pour lui de trouver peut-être sa place et de voir ses alliés, ses ennemis au sein du parti? Oui, mais parce que le président lui-même, là on va être très d'accord, et a une légitimité très fragile, parce que c'est une légitimité surdérivée. Et deuxièmement, ce qu'il faudrait prendre en considération, c'est qu'il n'y a pas que des nouveaux qui opèrent sur des postes stratégiques, il y a d'autres aussi anciens qui sont à des postes stratégiques. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, est dirigé par M. Maloussa Kigaba. Or, il fut ministre des Finances. Donc, il quitte un poste régalien vers un autre poste régalien ultra sensible. Et deuxièmement, n'oubliez pas que la planification est entre les mains de Mme Dlamini Zuma. Si vous avez les 3 ministères dont vous citiez qui sont importants et que vous n'avez pas la planification, vous n'avez rien en termes de pilotage de vie systémique institutionnelle d'un État. Or là, nous avons des anciens Zuma qui sont là, corps et âme, et bec et ongle. Et donc, à partir de ce moment-là, de mon point de vue, il va sans dire que Ramaphosa, qui est un président de transition, qui a une équipe de transition, d'une ANC presque en lambeaux, c'est là où je disais qu'il faudrait que l'ANC mette à plat ses règles du jeu, qui aujourd'hui, quoi que l'on dise, est le parti majoritaire, mais qu'on trouve une sorte d'équilibre systémique entre le poste de vice-président, qui précarise le poste de président, peu importe maintenant ce qu'on peut reprocher à Zuma en termes de corruption, etc. L'ANC aurait pu l'évincer il y a 1 an et demi, 2 ans. Pourquoi il ne l'a pas fait jusque-là? C'est parce que tout simplement, il se dirige vers des élections présidentielles critiques. La population et l'opinion publique attendent des résultats sur la réduction de la pauvreté, sur l'assainissement du pays, sur le racisme, etc. Or, sur toutes ces questions-là et la question foncière, on n'a pas de résultats tangibles. C'est là où je disais qu'il manque de leadership, je maintiens mes mots, il manque de stratégie, il manque de compétitivité. Alors, de leadership, il est quand même parvenu à faire tomber quand même... Non, ça, c'est pas le leadership. Avec des alliances à faire tomber... Non, ça, c'est pas le leadership. Ça, c'est pas le leadership. Le leadership, c'est d'avoir une cohérence d'action qui entraîne l'opinion publique vers une direction donnée pour le progrès social et la transformation de la société. Pour le coup, je retiens votre définition, mais si on retient cette définition-là, on ne peut pas poser le verdict aujourd'hui. Il vient d'arriver à la présidence, comment voulez-vous qu'il montre son sa capacité de leadership? Non, je vous parle de l'ANC. Là, vous n'avez pas compris. Je parle de l'ANC dans sa globalité, en tant que système moteur qui domine aujourd'hui les jeux politiques en Afrique du Sud. Et c'est là où je dis qu'au-delà de Ramaphosa, de mon point de vue, il faut que l'ANC fasse son introspection et mette le jeu, n'est-ce pas, carte sur table. À partir de ce moment-là, se dire 2 choses. Puisque systématiquement, on a depuis maintenant, l'ancien président, comment il s'appelle encore, d'Afrique du Sud, là je suis en train de me perdre. Jacob Zuma. Non, pas Jacob Zuma, avant lui il y avait Thabo Mbeki. Thabo Mbeki a été évincé par Jacob Zuma, Jacob Zuma aujourd'hui est évincé par Ramaphosa. On continue comme ça, on va aller vers où? Or c'est l'une des premières puissances, si ce n'est pas la première, la deuxième, alternativement par an, n'est-ce pas, entre l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et ce n'est pas possible. Donc il faut là une clarté de mon point de vue, il faut revoir les règles du jeu qui de mon point de vue sont là aujourd'hui, qui doivent tenir compte de la marche réelle
et non de la marche souhaitée. Et à partir de ce moment-là, faire ce qu'on appelle, n'est-ce pas, une introspection du système ANC-État dans la gouvernance de l'État. Moi, je vois difficilement comment on peut y arriver. Il faudrait inventer un autre système et d'autres techniques d'acquisition du pouvoir au sein de l'ANC. Pour l'instant, c'est la loi du vote et de la majorité. La loi du vote et de la majorité me paraît être une loi simple et une loi équitable dans un parti politique pour faire jouer l'équilibre des forces et pour faire jouer ce qui l'emporte. Monsieur, vous parlez à quelqu'un qui connaît bien... Non, mais je me doute que vous connaissez bien. Nous parlons aux téléspectateurs. Pardonnez-moi 2 secondes pour vous éclairer là-dessus. N'oubliez pas que la légitimité surdérivée que l'on tire d'un parti politique n'est pas la même que la légitimité directe que l'on tire du peuple. Parce que là, vous avez la légitimité sui generis, originaire, qui vous confère la légitimation démocratique. Nous n'allons pas mener ce débat-là qui n'intéresse, je crois, pas nos téléspectateurs, mais le débat n'a pas lieu d'être. Jacob Zuma était président élu. Le président Cyril Ramaphosa est un président par intérim. La légitimité n'est pas la même, je suis d'accord avec vous, mais... ce n'est pas là que se trouve la difficulté. La Constitution d'Afrique du Sud prévoit la possibilité d'un intérim du président de la République. Je ne suis pas en train de prétendre que le président Ramaphosa a une légitimité pleine. Ce sont les élections de 2009 qui vont désigner le nouveau leader de l'ANC et de l'Afrique du Sud si l'ANC l'emporte. Encore une fois, je maintiens et je persiste. Et là, je dis, après avoir mûrement réfléchi sur le cas de l'Afrique du Sud, j'avais dit ici sur l'affaire Gupta que j'étais contre le principe d'une éviction du président de la République avant terme. Oui. Et je le dis sur la base de 2 choses. Oui. Premièrement, il est élu par le suffrage universel, bien qu'il soit après conforté par le vote, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Mais sa légitimité sui generis, elle est prééminente. Deuxièmement, ce qu'on opère aujourd'hui, c'est un coup d'État institutionnel. Et je maintiens mes mots, et ça, je peux le démontrer par A plus B sur l'analyse systémique, n'est-ce pas, des régimes politiques. Et troisièmement, ce qui manque aujourd'hui à l'ANC, à l'Afrique du Sud, et même à l'Afrique, c'est d'un leadership. Et ça, je le maintiens et je persiste ici. Je sais que l'ANC me regarde. Ce que je dis est fort, mais je le maintiens parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut, de mon point de vue, faire tabula rasa de la situation aujourd'hui de l'Afrique du Sud, de l'ANC, qui a un problème systémique, n'est-ce pas, d'organisation du système politique sud-africain et de réorganisation de sa boussole pour tirer, n'est-ce pas, l'opinion publique sud-africaine et continentale, n'est-ce pas, vers le progrès social et transformation. D'ailleurs, sur la réforme de l'ANC, des gens comme Mouzi Maïmane, le leader de l'Alliance démocratique, ainsi que Julius Malema, partagent également cette vision de l'ANC, comme quoi le problème, finalement, c'est vraiment le fonctionnement de l'ANC. Mais on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.